Gemara Psachim, le Daf He Amud Aleph, toujours dans cette recherche, d'où apprend-on de la Torah que la veille de Pessah, déjà le Chametz est interdit à partir de l'après-midi, sans attendre le soir même. C'est pour ça qu'on fait toute la vente du Chametz, et on brûle le Chametz déjà avant la mi-journée, et donc on cherche une preuve de la Torah. Où est-ce qu'on voit ça dans la Torah, que l'interdiction du Chametz est aussi grave pendant Pessah que l'après-midi qui précède Pessah. Donc je vous rappelle quand même que l'interdiction du Chametz, la gravité de l'interdiction du Chametz, c'est d'abord Chayav Karet, c'est-à-dire qu'on est coupable d'être retranché, dans d'autres termes, c'est Dieu fait disparaître la personne un peu plus rapidement que prévu. Ça c'est une faute qui est assez grave. Et en même temps, la particularité de l'interdiction du Chametz, c'est que il n'y a pas d'annulation du Chametz. Autant on connaît tous le système de l'annulation, une goutte de lait qui tombe dans un truc de viande, s'il y a en quantité fois 60 fois plus en volume, ça peut s'annuler. Par contre, le Chametz, ça s'annule pas. Un peu de Chametz qui tombe dans une grande quantité de Kasher de Pessah, tout est à la poubelle. Donc c'est, on voit, alors, bien sûr, il n'y a que la Torah qui a donné cette importance de la gravité de l'interdit du Chametz. Et si déjà on est en train de dire que la veille de Pessah, le Chametz est interdit, si on le trouve dans la Torah, ça veut dire qu'on donne à cette période qui est pré-Seder, juste avant le Seder, donc l'après-midi avant le Seder, on donne à cette période-là la même intensité dans l'interdit. Donc ça veut dire que si dans l'après-midi de Pessah, on va mélanger du Chametz un tant soit peu dans donc c'est à la même statut, on devra tout jeter autant que si ça s'est arrivé pendant Pessah, et que si quelqu'un mange du Chametz la veille de Pessah, dans cet après-midi, donc il a commis il a enfreint la même faute. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des preuves, comme quoi ça vient bien de la Torah. C'est pas les sages qui sont venus pour, on va dire, mettre des heures de prévention, de mise en garde, etc. Donc, on avait déjà fait une preuve que dans la page précédente, on avait maintenant dans le Aleph que vous avez ici dans la Stenzal, c'est la page 22, on va refaire cette preuve de Deve Rabbi Ishmael Tana, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, et ils enseignent la preuve suivante. Matsinu Arba Asa, on trouve dans la Torah que le 14 du mois de Nissan, Nikra Rishon, est appelé premier jour. Parce que le problème qu'on a nous depuis le début, c'est que d'après la Torah, il y a marqué le premier jour, vous ne devrez plus manger du Chametz. Alors pour nous, le premier jour, c'est le premier jour de la fête. Or, le premier jour de la fête, c'est le 15 Nissan. Le 14 Nissan, c'est la veille. Et là, on est en train d'essayer de démontrer que depuis le 14, c'est interdit. Et donc, eux, ils disent, oui, regarde, dans la Torah, tu vas trouver que des fois, le mot Rishon veut dire 14. Chez Nehemar, Barishon be'arba asar yom lachodesh. Clairement, le passage qui dit, Barishon, premier jour, be'arba asar. Arba asar, c'est combien? Arba, 4, asar, 10, 14, lachodesh du mois. Ça, c'est la preuve tout simple de la yeshiva de Rabbi Ishmael, tu vois. Premier jour de Pessah, il faut rendre manger du Chametz, c'est le 14. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, moi j'ai une autre étude qui me permet de dire que c'est le 14 qu'il faut déjà interdire le Chametz. Comment? Rishon, quand tu utilises le mot Rishon, quelle est la traduction que tu donnes d'habitude? Premier. Mais tu verras qu'il y a des fois où tu ne peux pas traduire Rishon par le mot premier. Tu es obligé de le traduire d'une autre façon. Et comment? Des Me'ikara Mashma, le jour d'avant. Rishon, normalement c'est premier, mais il y a des fois, tu as d'autres psukim où tu ne peux pas traduire le mot premier. Et regardez par exemple, Damar Kra, comme a dit le verset, comme a dit Dieu à Iov, c'est rapporté dans la Bible, Harishon Adam Tivaled, es-tu né, serais-tu né? Alors si je dis le mot Rishon ici, premier, alors Harishon, le premier, Adam, homme, Tivaled, serais-tu né? Non. En fait, là-bas, au sens, c'est pas le premier homme, le premier Adam, ça veut rien dire. Mais ici, le mot veut dire avant. Serais-tu né avant Adam Harishon? Ça, c'était un reproche que Hachem faisait à Yov, qui se plaignait, qui ne comprenait pas pourquoi il lui arrive tout ça. Et Akadosh Baruch Hu qui lui dit, n'essaye pas de rentrer dans mes calculs. N'essaye pas de rentrer dans mes comptes. Il faudrait que tu aies soit né avant Adam Harishon, que tu sois là depuis le début du film, et que tu aies vu tous les événements de tout ce qui se passe dans le monde pour comprendre celui-là, pourquoi il a fait comme ça, et pourquoi juste finalement il paye des comptes
Des fois, des années d'écart, des siècles même d'écart. Ça, c'est des calculs de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut tenir ces calculs. Et en attendant, là-bas, le mot Rishon, il ne peut pas se traduire le premier. Je vais dire avant. Donc, puisque le mot Rishon, maintenant, j'ai découvert une autre, attention, j'annule pas la traduction habituelle. Le Rishon veut dire aussi premier. Mais il y a certains cas où tu peux utiliser cette deuxième traduction, les fois où tu y es contraint. Et donc, là, ce qu'on va traduire ici, Barishon, quand on a amené le pasouk, que Ach Bayom Arishon, parce qu'en fait c'est basé tout ça sur un pasouk, Ach Bayom Arishon, le premier jour, Tashbitu Seor, vous détruirez le levain de vos maisons. Bayom Arishon, c'est ça, on pose la question, mais qu'est-ce qui veut dire ce Yom Rishon? Calcul, Yom Rishon, des fois c'est le 14, et là on va dire Yom Rishon, comment on va traduire? Bayom Arishon, oublie l'Arishon premier, enlève la traduction du mot premier, enlève ça le mot de côté, et prends Bayom Arishon le jour d'avant. D'avant quoi? D'avant Pessah. Ok, mais attention. Encore une fois, quand la Gemara elle reçoit un raisonnement, elle va l'éplucher jusqu'au bout. Et elle va à ce moment-là montrer qu'il faut que ton raisonnement il tienne de partout. Alors on y va. D'où la question de la Gemara par la suite. Donc, et là, mais attends, ça c'est le début de la question. Alors si c'est comme ça, et là, mais à partir de maintenant, si j'écoute ton raisonnement que le mot, quand c'est marqué Bayom Arishon, il faut traduire le jour d'avant. Laisse-moi t'emmener dans Sukkot. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Sukkot? Il y a marqué que, ou le kartem lachem Bayom Arishon. Vous prendrez pour vous, Bayom Arishon, le premier jour de Sukkot, les 4 espèces. Ça c'est le pasuk. Qu'est-ce que tu vas traduire là-bas, Bayom Arishon? D'où la question de la Gemara, Achinami. Là aussi, Rishon, le mot Rishon qui est dans ce passouk pour le loulav, des Mekara, machma. Tu vas me dire que c'est le jour d'avant, donc c'est une nouveauté maintenant. On doit prendre le loulav la veille de Sukkot. Ah non, c'est le premier jour de Sukkot. Alors comment tu veux? Il faut que ce soit plausible partout à la fois. Qu'est-ce que tu réponds? Sha'aneata. Non, c'est différent là-bas. Pourquoi là-bas le mot Bayom Arishon, je ne vais pas le traduire comme dans celui de Pessah, le jour d'avant, mais là je vais réellement traduire le premier jour. Donc, il faut que j'ai quelque chose qui m'aiguille dans ce sens. Et Sha'ane Adam c'est différent là-bas parce que Dektiv ou Smartem, l'Ifne Hashem Elokerem, comme c'est marqué que vous allez prendre le loulav, etc., puis vous allez vous réjouir devant Dieu, Shivat Yamim, pendant 7 jours. Donc, Mashvi Ishvi Lechag, de la même façon que quand je te dis 7 jours, et les 7 jours c'est 7 jours de la fête, jusqu'au 7e inclus, Af Rishon Lechag. Donc c'est-à-dire que là-bas, quand la Torah m'a dit le premier jour tu prends le loulav et après vous vous réjouissez pendant 7 jours, les 7 jours c'est 7 jours de la fête. Donc le fait que la Torah m'a dit mais le premier jour tu prendras le loulav, ça m'oblige à dire le premier jour de quoi? Pas le jour d'avant, mais le premier jour des 7 jours de la fête. Alors maintenant, je me pose, je fais un bilan de ce que je viens de dire. C'est pareil pour Pessah. Bayom Arishon, ça se traduit le jour d'avant, pour Pessah. Je t'amène Sukkot. Je te dis d'abord, si c'est marqué Bayom Arishon, il faut prendre le loulav. Je me dis oui, non, mais là-bas, la Torah a donné un autre verset qui m'oblige, qui me contraint à dire que là-bas, la traduction de Bayom Arishon, c'est promis, et non pas le jour d'avant. Il y a 7 jours de fête. Maintenant, la Gemara dit, mais je reviens sur Pessah. Et je vais te trouver aussi dans Pessah, qui a marqué aussi qu'il y a 7 jours de fête. Regardez ici. Achanami. Donc, Acha, c'est chez nous c'est Pessah. Sukkot, c'est ce qu'on a amené en comparaison. On appelle ça là-bas. Mais là, chez nous, on appelle ça ici notre sujet. Achanami ktiv, ach, bayom arishon tashbitu. Là aussi, c'est marqué, le premier jour, vous allez détruire le chametz. Et il y a marqué juste après, shivat yamim matzot ochelu. Et 7 jours, vous mangerez des matzot. Donc si, quand on marque bayom arishon, suivi d'une autre phrase qui vient dire, et les 7 jours suivants, voilà ce que vous ferez, ça t'oblige à dire que Bayom Arishon, ça veut dire le premier des 7 jours, tu as la même chose que tu as eu dans Sukkot, tu le retrouves aussi dans Pessah. Donc revient la question à la base. D'où tu sens que ce Bayom Arishon, ça veut dire le jour d'avant. Vous n'aviez pas expliqué que l'obligation de manger de la massa, c'était uniquement le premier soir, et après, si on ne supportait pas la massa, on pouvait s'en passer. Alors, ça vous étonne par le fait qu'il y a marqué Shivat Yamim Matzot Ochelu. Alors, il y a une autre étude qui va permettre de comprendre que quand la Torah l'a dit ici, 7 jours, on peut apprendre, et on doit manger la matzah, mais il y a un autre passage qui dit 6 jours pour manger la matzah. Alors c'est 7 ou 6. Mais ça, on verra plus tard dans la Gemara. Mais du fait qu'il y a marqué une fois 7, une fois 6, la Gemara fait toute une déduction. En fait, il n'y a que le premier jour
qui est obligatoire. Et les autres 6 jours, c'est si tu veux manger des céréales, tu manges que des céréales qui n'ont pas fermenté. Mais tu n'es pas obligé d'en manger. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais là, on revient à notre sujet. Finalement, j'ai les mêmes expressions, même chose dans Pessah et dans Sukkot. Qu'est-ce qui te fait dire que là, il faut traduire de cette façon et là, il faut traduire de l'autre façon? Donc, la Gemara essaie. En tout cas, ici, c'est pas Rav Nachman qui parle. Il ne faut pas oublier, Rav Nachman n'est plus présent au moment où il y a cette discussion. On a simplement rapporté son explication. Donc voilà, là on en est à cette question, et donc encore une fois, c'est pas Rav Nachman qui est là, ce sont ses élèves qui essaient de défendre ce qu'il a dû dire, et on a confiance dans le fait que Rav Nachman c'est un grand, et que s'il l'a dit, à un moment il l'a dit, ses amis d'études ont dû vérifier avec lui, donc simplement, nous malheureusement, on n'a pas le suivi de cette discussion, et on essaie de la refaire. Donc on s'est juste rappelé que Rav Nachman nous a dit que c'est parce que le mot Rishon faut le traduire le jour d'avant. Et c'est là où on a ce débat, ah tiens, le jour d'avant, pourquoi ici, pourquoi là-bas? Alors maintenant, a priori, on est à égalité. Il y a marqué dans Sukkot la même chose, il y a marqué dans Pessah. Pourquoi là-bas, tu me dis le Lulav, non, c'est le 15 Tishri, mais là, pour le Chametz, tu me dis non, Yom Harishon, c'est le jour d'avant, c'est le 14. La Gemara dit, Im ken nirtov kra Rishon. Yom Harishon, c'est marqué, avec un He. Le He, c'est l'article défini. Pourquoi tu marques Bayom Harishon, marque Bayom Rishon, enlève le He. Le fait que la Torah aurait pu enlever le He, et l'a quand même écrit, c'est justement pour t'apprendre, c'est ce qu'il dit après, Harishon la Mali, le He de Harishon, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre cette lettre en plus? Shmamina, c'est pour t'apprendre l'Ekede Amaran, pour te dire comme ce qu'on a dit. C'est-à-dire quoi, comme ce qu'on a dit? Que ce Harishon là, il doit se traduire différemment, qui est le jour d'avant. C'est ce que j'apprends du He en plus. Il n'y a pas dans Sukkot He. Alors, on y arrive. Yahi, on retourne dans Sukkot. Ben si, c'est comme ça. Hein. Atam Nami, c'est marqué là-bas. Là-bas, c'est où? C'est Sukkot qu'on a amené en comparaison. Là-bas aussi, c'est marqué Ha Rishon, He, Lamali. Pourquoi j'ai besoin du He là-bas? Vetu. Et à part ça, j'ai une autre question. Atam Dektiv Bayom Arishon Shabbaton. Qu'est-ce qui est marqué dans Sukkot? Le premier jour, c'est un Shabbaton. C'est quoi un Shabbaton? C'est comme un jour de Shabbat. C'est un Yom Tov, avec la nuance qu'on a le droit de cuisiner, parce que la Torah nous a permis pour ce qui est la nourriture, mais sinon, ça a le même statut qu'un Shabbat, c'est-à-dire tous les travaux interdits, et pas moins que Shabbat. Mais là-bas, il y a marqué Bayam Harishon Shabbaton. Donc, premier jour, repos. Ou Bayam Hashmini Shabbaton. Et le 8e jour, repos. Là, encore une fois, tu as Bayom Harishon. Je te retrouve encore un autre Bayom Harishon. Ça, c'est carrément un 3e. Emma Rishon de Meikara Mashma. Là aussi, tu vas me dire que quand la Torah t'a dit le premier jour c'est repos, c'est Yom Tov, c'est marqué Bayom Harishon. Et toi, tu m'as dit que quand il y a marqué Harishon avec le He en plus, c'est pour t'avouer que c'est le jour d'avant. Donc est-ce que tu vas me dire aussi que le Yom Tov aussi c'est le jour d'avant? Ça tient pas. Alors qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Elle dit, non, regarde, Sukkot, c'est spécial. Shane Atam. C'est différent dans Sukkot. Pourquoi? Bien, Marka, Bayom ou Bayom Hashmini Shabbaton. On vient de citer le verset. Bayom Harishon Shabbaton, donc premier jour de la fête, Yom Tov, ou Bayom Hashmini, le ou, vous avez le ou, le et, le vav, qui associe. Et le 8e jour, vous avez aussi Shabbaton à Yom Tov. Du fait qu'il y a marqué Bayom Harishon avec le vav et Bayom Hashmini, ça pourrait m'induire en erreur. Quelle erreur? Mashmini, donc c'est Damarkra Bayom, excusez-moi, Bayom ou Bayom Hashmini Shabbaton, Mashmini Shmini Dechag, Afrishon Rishon Dechag. Donc la Gemara te dit, donc puisque là-bas il y a marqué et le 8e jour, ce sera aussi un Yom Tov, ben 8e d'un compte qui a démarré à partir de 1, pas du jour d'avant. Donc ça t'oblige à dire que si tu as un compte de 8, donc le Bayom Harishon, c'est bien le premier jour de la fête. Parce que si tu montes le jour d'avant, ça fera plus 8, ça fera 9. Ah, donc là maintenant la Gemara demande Harishon Lamali. Et pourquoi à ce moment-là, la Torah avait besoin de marquer ce Harishon, le He? Ok, que la Torah avait besoin de marquer Bayom Harishon ou Bayom Hashmini, j'apprends que tout ce que tu m'as dit. Mais pourquoi encore ce He qui est superflu? Il dit les Maoute Chulo Shel Moed. Pour te dire que quand je t'ai dit que le premier jour c'est Yom Tov et le 8e jour c'est Yom Tov, ne crois pas que ça va du premier jour au 8e jour avec tous les jours du milieu. Comme s'il n'y avait pas de Chol HaMoed et que pendant 8 jours c'est Yom Tov, d'affilée. Non, c'est les maoutes pour exclure
de l'interdit de travailler, Cholo Shel Moed, la partie demi-7. Non, la Gemara dit Cholo Shel Moed, Merishon ou Shmini Nafka. J'ai pas besoin d'imaginer que je vais avoir 8 jours de Yom Tov, puisque la Torah me dit premier jour Yom Tov, 8e jour Yom Tov. Bah, donc par déduction, bah, c'est le premier de 8 et c'est pas ceux du milieu. Alors non, il dit non, il fallait qu'on rajoute ce hé pour te dire attention, ne fais pas une erreur de croire qu'il y a 8 jours de Yom Tov. Pourquoi? J'ai besoin du hé. Sal kadatach amina, ça aurait pu te monter à l'esprit. Au il diktav rachamana, puisque la Torah l'a écrit ou bayom hashmini avec un vav qui relie. Vav, oui, on écrit le vav. Vav, vav, c'est la lettre vav. Vav, mosif alien rishon. Quand il y a un vav, c'est pour te rajouter, te faire une continuité avec ce que je t'ai dit avant. Donc si je te dis bayom harishon, shabbaton, c'est Yom Tov. Ou bayom hashmini et le 8e jour Yom Tov, le et, c'est une façon de dire, tu aurais pu penser que c'est une continuité. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que je mette le hé de harishon en plus pour te dire non, c'est pas les 8 jours, c'est que le premier et le 8e. Alors là, Gamma dit, je comprends plus. Donc, d'abord, je termine la phrase. Hein. Donc, ça, le kadata chaminajor, aurait pu penser dire, au il, puisque, diktav rachamana ou bayom hashmini, puisque la Torah l'a écrit avec ce vav, vav mosif, alina narishon, qui vient te dire que c'est une continuité de ce que je t'ai dit avant. De afidou bicholo shel moed. Donc, j'aurais pensé, même chol moed, on ne peut pas faire les travaux. Kamashmala, c'est ça qui vient t'apprendre le hé. Le bayom harishon, pour le séparer du bayom hashmini, il n'y a que ces 2 jours et pas les jours intermédiaires. Ah non, donc si on fait le bilan des cours, ça donne quoi? Je te demande à quoi sert le harishon ici. Tu me dis, c'est pour t'enlever une erreur que tu aurais pu commettre à cause du vav qui a marqué dans ou bayom hashmini. Donc le ou du bayom hashmini va t'induire à une erreur, et pour enlever cette erreur, je te mets un hé dans harishon. Qu'est-ce que ça vous tente à dire? Enlever 2. Ne mets ni l'un, ni l'autre. Ne mets pas un vav qui va m'induire en erreur, et finalement, que tu essaies de mettre un hé pour dire, non, attention, les vaves que je t'ai mis qui n'induisent en erreur, mais il y a le hé pour te rappeler qu'il ne faut pas faire d'erreur. D'où la question de la Gemara. Regardez, velo lirtov rachamana, lova velo hé. Ah, ça on a décrit ni autre. Pas le vav qui va m'induire en erreur, et comme ça, tu n'as pas besoin d'écrire le hé qui vient corriger l'erreur pour laquelle tu m'induis. Mais c'est pas parce qu'on dit à un moment, chez Tchamim, pendant 7 jours, Chag Hashem. Alors Bah, ça veut dire que les 7 jours, ils sont reliés, donc sans le et sans le mais vav. Chag ne veut pas dire Yom Tov, attention. C'est Shabbaton qui veut dire Yom Tov. Vétou. Et la Gemara va à rajouter la cerise sur le gâteau dans toutes les questions qui montrent que ça n'a pas de sens, tout ce qu'on a essayé de trouver maintenant, que ça bloque. Regardez, on passe à la page 23. Hatam, diktiv, bayom harishon mikra kodesh yelachem. Il y a marqué clairement dans Pessah. Premier jour sera mikra kodesh, un jour déclaré saint. Rishon de meikara mashma. Là aussi, tu vas me dire, qu'est-ce que tu as encore? Donc, ça amène encore un autre bayom harishon. Qu'est-ce que tu vas me dire là-bas aussi? Bayom harishon, ça veut dire le jour d'avant. Et là-bas, t'as pas le vav ou autre chose, ou les 7 jours pour me dire que... Comment tu vas faire? Et là, le mot et là, il vient balayer tout ce qu'on a dit. Et là, c'est pas possible de dire que le mot rishon, il faut le traduire le jour d'avant, parce que sinon je suis coincé avec Sukkot, etc., donc je n'en sors pas. Et là, à ce moment-là, la Gemara dit, écoute, oublie tout ce qu'on vient de dire. Il y a une autre explication qui vient te dire pourquoi il y a marqué à chaque fois Bayom Harishon, Bayom Harishon, Bayom Harishon. Parce que tu te poses en plus la question à chaque fois pourquoi il y a un hé. Le hé, il est venu apprendre un autre enseignement. Hane Shlosha Rishon. Ces 3 fois, il a marqué Bayom Harishon pour Pessah, Bayom Harishon pour Sukkot, Bayom Harishon pour le Lulav. Mi Bayé les Kedetane de Rabbi Ishmael. C'est en fait un autre enseignement qu'on déduit de ce Harishon, pas ce que tu as voulu faire. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Les Tana de Rabbi Ishmael sont enseignés dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, Bisra Shlosha Rishon, par le mérite de 3 choses que la Torah a introduit par le mot Rishon, Bayom Rishon, Zahu Lishlosha Rishon, on a mérité 3 sujets qui s'appellent Rishon. Donc les 3 fêtes qui ont été introduites par Bayom Rishon, donc le fait que les Juifs vont pratiquer ces fêtes-là, ça leur a donné le mérite de te dire 3 sujets qui sont introduits aussi, qui sont étiquetés entre guillemets par le mot Rishon. C'est quoi donc? Les Achrit Zaro Shel Esav, de pouvoir en finir avec la descendance de Esav et de régler les comptes de tout le mal qu'ils nous ont fait faire, qu'ils nous ont fait subir. Ça, c'est premièrement. Les Binyan Bet Hamikdash, on va mériter la reconstruction du temple. Velishmo Shel Mashiach.
et mériter de découvrir le nom de Mashiach. Quel rapport avec le Morishon? Vous allez voir. D'où on sait que le Morishon de la fête va nous permettre de contrecarrer la descendance de Esav, qui a rapport avec Esav et Rishon. C'est marqué sur Esav. Quand ils sont nés, Yaakov et Esav, il y a marqué Vayetse Arishon Admoni Kulo. Le premier est sorti tout poilu, tout roux et poilu, qui a des Retsear, comme s'il avait une couverture de poils sur lui. Il y a marqué Vayetse Rishon. Donc Esav est appelé Rishon. Mais Rishon dans le mal. Nous, quand on va faire une des fêtes que la Torah introduit par le mot Bayom Rishon, ça va nous aider à surmonter ce mal et l'éliminer. Les Minal Bet Hamikdash. On va aussi mériter le temple d'Ektiv, qui c'est Kavod Marom, le trône de sa sainteté, de son honneur à Dieu. Marom, haute, mi Rishon, mais comme Mikdashenu. Qu'est-ce qui est considéré le trône de Dieu? C'est l'endroit du Beth Amikdash. Mais là-bas, il y a marqué ici, donc, le mot Merishon, c'est en tout premier le Beth Amikdash. Et Shmo Shel Mashiach d'Ektiv, Rishon le Tzion, Hine Hinam. C'est l'Abdallah. Rishon le Tzion, Hine Hinam. Donc, ça veut dire que Rishon le Tzion, c'est le premier qui vient délivrer Tzion. Tzion, c'est le peuple juif. Donc, on voit ici qu'on a 3 sujets qui sont introduits par la notion de Rishon. On aura mérité. Alors maintenant, finalement, ça veut dire que la réponse de Rav Nachman, quand il a dit Bayom Arishon, ça peut se traduire le jour d'avant, celle-là, a priori, elle a été. On n'a pas compris. On a resté avec la question. Mais le problème, c'est que Rav Nachman n'est plus là pour nous expliquer comment il a fait tenir. Rava Amar Meacha. Rava dit Meacha, c'est d'ici. Excusez-moi, oui. Donc Rava dit, moi j'ai une autre preuve. L'otishrat al chametz dam zifri. Il y a marqué dans la pasouk qu'il faut offrir l'agneau pascal. Quand est-ce qu'on s'occupait de l'offrir? C'est-à-dire quoi l'offrir? En fait, on l'offrait pas, on le mangeait, le soir du Seder. Mais il fallait quand même l'amener au temple. Donc, comment ça se passait? Tous les Juifs, rendez-vous à Jérusalem. C'était un pèlerinage. On s'associait autour d'un petit mouton, un petit agneau, et chacun disait, moi je pourrais en manger 100 grammes, moi 50 grammes, moi 200 grammes. Et puis par rapport à la taille de l'animal, on se mettait à 2, 3, 10, et on formait des groupes. Et après on n'avait plus le droit de se séparer. Donc on avait choisi un groupe, c'est bon, je mange avec toi ce soir ce mouton-là, cet agneau-là. Eh bien chacun qui s'est engagé sur cet agneau doit rester dans le groupe. Un du groupe emmène l'agneau, pas que ce soit tous, un de ce groupe emmène l'agneau dans la cour du temple. Pour y faire là-bas la shrita. Parce qu'en fait, le Korban Pessah, c'est un Korban un peu spécial, parce qu'on doit faire d'un côté la shrita dans le temple, mais on doit le manger à l'intérieur de Jérusalem. Et quand on dit Jérusalem, c'est uniquement à l'intérieur, intramuros. Parce que c'est aussi là un décret de Dieu qui ne peut pas sortir à l'extérieur. Donc, on emmène le mouton, on le ramène à la maison intramuros Jérusalem, on se retrouve le groupe, qu'on s'était organisé, on fait le soir du Seder, on fait le Seder ensemble, et une fois qu'on arrive à la fin du Seder, la ficomane. Parce que la ficomane, en fait, c'est le morceau du Korban Pessah qu'on doit manger une fois que on n'en peut plus avec la matzah et le repas. Mais c'est une mitzvah, il faut qu'il soit mangé. Justement quand on n'en peut plus, c'est-à-dire une fois qu'on est rassasié. J'ai marqué que la ficomane est mangée à la sova. Sova, c'est-à-dire v'chalta v'savata. Tu mangeras, tu te rassasieras à la sova, donc sur la satiété. Maintenant, ça c'est l'ordre. Comment ça se passait? À partir de quelle heure au plus tôt on pouvait emmener le Korban Pessah? Il y a des gens, c'est toujours dernière minute. Donc il faut aussi savoir c'est quoi la dernière minute. Mais il y a des gens, c'est moi, j'aime bien aller, j'ai le premier là-bas, j'ai fait mon souffle chez moi, tout organisé, il a fini déjà le ménage de Pessah, ça fait déjà un mois que la maison, il n'y a plus de ramettes à la maison. Donc, il y a ceux qui veulent très tôt, il y a ceux qui arrivent très tard. Bon, chacun son tempérament, ses occupations. Donc, c'est quoi le plus tôt? Alors, le plus tôt, c'est exceptionnellement, on va faire quelque chose dans le Beth Amikdash, mais c'est aussi une indication de la Torah, que tous les jours, on emmenait au Beth Amikdash un agneau le matin
et un agneau le soir, qui sont remplacés aujourd'hui par la tfila de Shacharit et de Mincha. Parce qu'on sait que les tfilotes, la Hamida, c'est pour remplacer les corbanotes qu'on ne peut plus faire pour l'instant. On va se faire rentrer bientôt, Amen. Concrètement, comme on n'a plus ce korban, qui était une façon du mot karov, qui veut dire s'approcher, se rapprocher de Dieu au travers de cet animal qu'on offre et qu'on doit imaginer sur cet animal que tout ce qu'on faisait à l'animal, normalement, c'est nous qui devrions le subir dans une autre dimension. Par exemple, un animal, il faut lui faire la shrita. La shrita a pour but de faire sortir un maximum de sang. Le sang, c'est la vitalité. C'est ce qui donne de la vitalité au corps. Donc un juif, il doit savoir que s'il veut korban, karov, s'approcher de Dieu, mais il faut d'abord qu'il enlève toute la vitalité qu'il ressent pour les choses matérielles. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas manger. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se reposer. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se détendre. Mais avec quel enthousiasme il fait ces choses-là. Avec quelle folie il est en train de s'investir dans le dernier modèle de machin et de trucs et de la déco et de machin. Toute cette chaleur, ce bouillonnement qu'on a. Si tu veux t'approcher de Dieu, si ton amour, ton désir, ton enthousiasme, il n'est que dans les choses physiques, complètement physiques, automatiquement, tu ne peux pas aussi l'avoir en même temps pour Dieu. Les gens qui disent, bah, c'est pas grave, je fais les deux. Non. Si vraiment tu sens un bouillonnement, une envie, une attirance pour des choses matérielles et ça t'intéresse, et ça, le truc, le modèle, le machin, et l'autre, il a fait, moi aussi. Sache que tout ça, c'est un symbole très fort d'une froideur, d'un enthousiasme pour toi et les autres. Donc si tu veux korban, karov, t'approcher de Dieu, shrita. Enlève ce bouillonnement pour les choses matérielles. Prends du recul. Rappelle-toi que, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Rien. Rien comme ci, comme ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est un exemple, comment le korban permettait de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de réaliser ce qu'on doit faire sur nous-mêmes. Un animal, on doit vérifier ses défauts. On n'a pas le droit d'offrir un animal avec des défauts. Donc, nous aussi, quand on veut s'approcher de Dieu, il faut savoir pointer nos défauts. Ça ne veut pas dire que tant qu'on n'a pas tout réparé, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais on doit déjà prendre la décision de s'améliorer. Et on a comme ça plusieurs exemples qui vont montrer que le déroulement d'un sacrifice, eh bien, on peut le retrouver au travers de la tefila aujourd'hui. Dans la tefila, la même chose. La tefila, c'est une façon de s'écarter de toute la vie de tous les jours, même si c'est difficile, et même si pendant la tefila, on a des pensées qui vont dans tous les sens, et qu'on est là avec le portable, et le machin, et le truc. Ok, c'est un travail. Mais une vraie tefila, si elle est faite correctement, on se sépare de tout ça. Oubliez-moi. Oubliez-moi, je me concentre avec Dieu. Donc c'est une sorte aussi d'aller enlever, se séparer de tout ce qui m'attire dans cette vie matérielle, pour justement me dire maintenant, je parle avec Akadosh Baruch Hu. C'est la même idée. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, on offrait, avec les deniers de la fameuse monnaie qu'on appelle le demi-shekel, le machatzit shekel qu'on en a pour en Adar, qu'on ramassait au mois d'Adar le demi-shekel, et de tous les demi-shkalim qui avaient été ramassés dans le peuple juif, de ça, on alimentait la caisse des sacrifices perpétuels qui étaient offerts tous les jours, matin et fin d'après-midi. Et takeves echad taseba boker, un agneau le matin, ve'etakeves sheni, et le deuxième ben arbaim en fin d'après-midi. Et ça, c'était les corbanotes qui clôturaient, qui ouvraient la séance des corbanotes, parce qu'il y avait d'autres corbanotes à part ça. Quand quelqu'un devait amener un corban parce qu'il a fauté, quand quelqu'un devait amener un corban pour faire un remerciement à Dieu, quand quelqu'un amène un corban parce qu'il avait telle ou telle faute qui faisait que pour se purifier, il fallait qu'il amène ce corban. Tout ça, ça devait être entre ces deux corbanotes. Le premier corban, c'est le corban tamid, perpétuel, tous les matins, Shabbat, Yom Kippour, tout le temps. Ce corban-là, il ouvre la séance des corbanotes. Et le deuxième, à l'identique, le tamid, mais le tamid de l'après-midi. Donc normalement, tout autre korban, même ceux de la fête, quand ça tombait par exemple un Rosh Hashanah ou un Kippour ou un Sukkot, il y a plein de corbanotes en plus. D'abord le premier, après tu fais tous tes corbanotes en plus, tu clôtures par le dernier. Alors bien sûr, celui-là il se faisait le plus tôt possible, et le dernier, le plus tard possible. Alors pourquoi je vais parler de tout ça? Arrive Pessah. Pessah, ça doit normalement être fait aussi entre les deux. Eh bien la Torah nous dit non. Pour Pessah, il y a une exception. Pour Pessah, vous allez faire celui de l'après-midi plus tôt, et le Korban Pessah, il vient après. Donc, exceptionnellement, la veille de Pessah, ce fameux Korban Pessah qu'on est venu sacrifier au temple,
il se fera après le korban de l'après-midi, mais qu'on fera volontairement plus tôt pour permettre à tous les juifs qui viennent au temple de rentrer par groupe, parce qu'il n'y a pas assez de place pour recevoir tout le monde, grâce à Dieu, et rentrer par groupe, il y avait la shrita, après on nettoyait Lazare, on faisait couler de l'eau, etc., ça nettoyait tout, après on faisait rentrer un deuxième groupe, mais pour avoir ce temps dans l'après-midi de faire passer tout le monde pour leur korban Pessah, parce que pour qu'ils soient cachés à le korban Pessah, il fallait qu'il soit fait avant le coucher du soleil. Donc on faisait celui de la fin de l'après-midi, on ramenait ça au début de l'après-midi. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Il y a marqué l'otishrat al chametz. Tu ne pourras pas faire la shrita pendant que tu as du chametz, dam zifri, et faire couler le sang de mon sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah, que je t'ai demandé d'offrir. Je ne veux pas que tu l'offres quand tu as encore du chametz chez toi. Quand est-ce que se faisait le korban, on a dit? La veille. C'est-à-dire le soir du Seder, le korban Pessah, il a déjà été découpé, grillé et prêt à être mangé. Donc c'est là, dans l'après-midi qu'on fait la shrita. Et la Torah dit lo tishrat. Même la shrita, je ne veux pas que tu fasses al chametz. Si tu as encore du chametz. Donc qui dit shrita du korban Pessah dit plus de chametz. Lo tishrat a Pessah. Tu ne pourras pas abattre rituellement le korban Pessah va daïn chametz kayam alors que tu as encore du chametz qui existe chez toi. C'est un passouk, ça? Enfin, la traduction dans la deuxième ligne, c'est la façon dont on doit dire le passouk. Mais le passouk, c'est l'autre ishra d'Abraham, ça c'est un passouk. Puis c'est Yom Tov aussi. Non, pourquoi? Ah, Non, c'est la veille. oui. La veille. Maintenant, la Gemara elle dit, ok, ça c'est la preuve de qui? De Rava. Rava est à partir de quelle heure tu peux faire le korban Pessah? Ben, à partir, tout de suite après, comme on vient d'expliquer, le korban tamid. Alors maintenant, définissons à partir de quelle heure je peux faire le korban tamid. C'est il y a Mincha, c'est ça? C'est Midra. Alors, c'est Agdola. quoi le plus tôt qu'on peut faire Midra? Mincha Agdola, le plag. Plag. non? Ah, vous mélangez beaucoup de choses. Non, Plag, plag, Midra non. Agdola. Plag, ça veut dire moitié. Donc, il y a Plag, Midra Agdola. Il y a Plag, Midra Tana. Il y a Midra Agdola, Midra Tana. Ce sont des textes qu'il faudra qu'on mette un petit peu un jour. Mais c'est pas compliqué. Hein. Bon, oui. Après Khatot. À partir Plag, là. mais, comme son nom l'indique, Midra, ça veut dire donc l'après-midi. Hmm. Enfin, ça va l'après-midi, mais c'est pourquoi on appelle la fila de Mitra l'après-midi, il y a plusieurs raisons. Mais en attendant, c'est l'après-midi. Pour que ce soit l'après-midi, c'est-à-dire il faut que le soleil soit monté au zénith, bon, ça c'est la fin de la matinée, et il commence à pencher vers le côté ouest pour dire maintenant on est basculé vers l'après-midi. D'accord? Comment on fait maintenant pour décider à quelle heure c'est l'après-midi? Alors aujourd'hui on a des montres, on a des systèmes, mais avant comment ils faisaient? Avec l'ombre, non? Il fallait avec l'ombre. Quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire que je ne vois pas mon ombre, puisque mon ombre elle est en dessous de moi. Il faut que je saute pour la voir. Maintenant, quand mon ombre va commencer à s'allonger, c'est là où je vais comprendre que le soleil il a commencé à basculer. Si je regarde dans le ciel, impossible de savoir, à l'œil comme ça, est-ce qu'il est vraiment au zénith ou pas. Je me confonds, croire qu'il est au zénith alors que ça se trouve il vient d'y arriver, ou il est en train d'y arriver, donc il n'a même pas terminé la matinée. Donc si je fais Mincha maintenant, je ne suis même pas quitte, parce que j'ai fait Mincha le matin. Donc il faut que j'ai l'assurance que le soleil ait commencé déjà à basculer dans l'autre partie, mais c'est très difficile à voir. Donc c'est pour ça que les Chachamim m'ont imposé une demi-heure. Quand on dit une demi-heure, c'est pas une demi-heure 30 minutes, c'est ce qu'on appelle une demi-heure temporelle. C'est-à-dire quoi temporelle? C'est-à-dire qu'on découpe une journée entre le lever du jour et la sortie des étoiles en 12 morceaux. Si c'est en été, les 12 morceaux ils sont très grands. Ça peut aller jusqu'à 1h40, 1h30. Hein. Si c'est en hiver, les 12 morceaux ils sont petits. C'est des morceaux de 45 minutes, 40 minutes. Mais c'est 12 morceaux. Et quand je dis alors c'est ce qu'on appelle une heure zmanit. Une heure, mais temporelle, c'est-à-dire qui dépend du temps dans l'année dans lequel je me trouve. Alors, soit plus grande, soit plus petite, sinon je suis en été ou en hiver. Et quand on dit une demi-heure, on parle de cette cette heure-là. C'est-à-dire, si c'est en hiver, c'est la moitié de 45 minutes. Et si c'est en été, c'est la moitié de 1h30, etc. Donc ça, c'est cette demi-heure qu'on doit attendre pour être sûr que je vais voir mon ombre grandir sous moi. Et donc, c'est un signe que le soleil a vraiment commencé à se pencher. Mais moins qu'une demi-heure, je ne peux pas être sûr. Donc, je peux offrir le korban tamid que à partir de chatzot plus une demi-heure. Et c'est là ce qu'on appelle dans le langage du Shulchan Mincha Gdola. C'est la grande après-midi. Donc, ça s'appelle, quand je prie à cette heure-ci, ça veut dire, j'ai le droit de prier Mincha quand l'après-midi est encore grande. Donc, Mincha Gdola. Plag, c'est la moitié de ce temps qui reste entre
cette demi-heure après le zénith jusqu'au soir, ce temps-là, je le coupe en deux. Cette coupure en deux s'appelle plague. C'est la moitié d'eux. D'accord? On va, juste pour information. Et Ketana, c'est la dernière ligne. Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle Mincha Ketana. Ça, c'est 2h30 avant la sortie des étoiles. Encore toi, 2h30 temporelle, c'est manique. Et là, il y a la moitié, il y a plague, Mincha Ketana. Là, il y a aussi ce 2h30, vous les coupez en deux, ça vous fait 1h15. Donc 1h15 avant la sortie des étoiles, vous êtes dans le plague, Mincha Ketana. C'est pour ça que certains qui disent, par exemple, le vendredi en été, quand on veut prier plus tôt, tu peux prier en même temps Mincha, suivi d'Arvit. Il faut que quand tu pries Mincha, ce soit juste avant le plague Mincha Ketana, c'est-à-dire dans la première moitié dans cette première 1h15. Après arrive l'instant qui coupe en deux ce petit morceau de journée, qu'on appelle la Mincha Ketana, donc tu vas le couper en deux. Et après seulement tu peux prier Arvit. Pourquoi? Parce que si tu pries Mincha après ce temps-là, sous prétexte qu'il fait jour, ben, tu ne peux pas prier Arvit dans la foulée. Pourquoi? Parce que si pour toi tu as prié Mincha, c'est que tu considères ce temps-là de la journée jour. Donc si tu considères jour, la preuve c'est que tu as prié Mincha, tu ne peux pas dans la foulée aussi enchaîner avec Arvit. Donc c'est obligé d'attendre la nuit. Donc, il y a un avis, Rabbi Yehuda dans la Mishnah, dans la Brachot, dans Masechet Brachot, qui dit que plague à Mincha, c'est-à-dire la moitié de la Mincha Ketana, c'est déjà considéré la nuit. Il a sa démonstration. Ok. Donc d'après lui, je peux prier Arvit alors qu'ils sont encore jour. Mais pas plus tôt que ce plague Mincha Ketana. Parce que le plague Mincha Ketana, tout le monde dira, là c'est plus Arvit. C'est sûr que c'est pas le soir. C'est le jour. Et tu ne peux pas prier Arvit quand tout le monde est d'accord que cette période-là s'appelle encore le jour. Oui. On ne peut pas partir du principe que tant qu'il fait jour, je peux faire Mincha. Si vous faites ça, ok, à ce moment-là, vous ne pouvez pas prier Mincha, J'enchaîne pas vite. vous n'enchaînez pas. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent considérer que la vie, c'est jusqu'à la sortie des étoiles, ça s'appelle le jour. Et pourquoi vous avez dit que c'est que Shabbat ce cas-là? Vous avez On parlé de prie plus tôt. Shabbat, oui. Non, la semaine aussi. Oui. Non, j'ai pris l'exemple de Shabbat, oui. comme ça, c'est ce qui m'est venu, mais. Et chez Rabat, en l'occurrence, il n'y a pas ce lien de faire d'enchaîner Mincha Non, Arvit. après, c'est pas une de Chabad ou pas Chabad. Il y a plein de communautés, pas spécialement Chabad, qui font la rigueur de ne pas s'appuyer sur cette permission, parce qu'ils considèrent que c'est un avis, qui n'est pas négligeable, sur lequel on peut s'appuyer, puisque beaucoup de gens le font et c'est autorisé. Mais eux, ils disent, moi, je ne veux pas faire ma tfila dans un moment qui n'est validé que par un avis d'Agmara. Moi, quand je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose qui est validé d'après tout le monde. C'est comme ça que quand quelqu'un il veut faire les mitzvot avec Hidour, donc il essaie de faire les choses que ce soit validé selon tous les avis. Et ça arrive Ça souvent. s'appelle l'atset, yédé, koulam. C'est pour être acquitté, pour faire la mitzvot de façon à être acquitté dans les normes, yédé, koulam, d'après selon tous les avis. C'est ce qu'on essaie de faire. Après, c'est pas toujours faisable de faire selon tous les avis, mais plein de fois dans Shulchan Aruch, il vous dit, tel avis pense comme ça, et l'autre avis pense comme ça. Si maintenant quelqu'un il veut s'acquitter des deux, donc on voit que c'est une recherche qu'un juif il doit avoir. Pas simplement dire, ah bah si il me permet, bah c'est bon, il m'a permis, hein, voilà. C'est Rabbi Yehuda comment qui donne des précisions temporelles? Rabbi Yehuda tout court. Ah bah oui, non. Oui, mais ça Non, fait du temps. il y a Rabbi Yehuda Nassi, il y a Rabbi Yehuda aussi tout court. Oui. On n'a pas toujours le temps Deux. de se ranger derrière tel ou tel avis. Donc il vaut mieux On n'a pas toujours le temps, que ça veut dire quoi? prier Temps relatif. pratiquement à la tombée de la nuit, extrême limite pour faire Mincha. Et, Non, mais pourquoi vous priez extrême limite? Non, vous priez Non, mais Mincha. des fois- Mincha, c'est mieux de le prier avant le coucher du soleil. oui, mais des On fois, peut même après, mais des dire, fois, mais on peut pas, on est pris avec notre emploi du temps et on peut pas. Donc il vaut mieux se dire, je prie extrême limite, il vaut mieux le faire plutôt que de ne pas faire Mincha. je comprends très bien. Vous faites Mincha à l'heure maximale qui est conseillée, qui est préconisée, on va dire, c'est le coucher du soleil. Donc vous avez pris Mincha au coucher du soleil. Maintenant, vous attendez la sortie des étoiles pour la nuit. Oui, mais on peut faire Arvit à la synagogue avec Guyane, par exemple. Oui, mais si tout le monde était d'accord qu'il faut faire les mitzvot le mieux possible, On refera un on minyan en aurait Arvit. minyan aussi à l'heure. Ouais. Mais là, comme aujourd'hui, tout le monde est pressé, tout le monde a trouvé la permission, ben, on se retrouve dans un milieu de personnes qui sont pressées et qui veulent utiliser l'autorisation. Alors, après, c'est mieux d'être en minyan et d'enchaîner Mincha Arvit selon seulement l'avis de Yehuda, Rabbi Yehuda. de Rabbi Yehuda, pardon. Voilà, ou de faire Mincha voilà, à 13h30 à Minyan, et par contre Arvit de Yachid, mais à la nuit. Il y a des enseignements, des directives qui ont été vues chez des grands, qui ont fait Arvit à la nuit, quitte à ne pas le faire avec Minyan. Donc ça veut dire qu'à ce point, il faut y tenir. Après certains avis, c'est pas tout le monde. Même si la surminyan est très importante, c'est indiscutable.
Il y a à choisir entre Mincha Gdola et Mincha Knana, si on peut faire les deux. Ah, c'est mieux Il y a Mincha une- Ktana. C'est mieux. Oui. Mincha Gdola, c'est une autorisation, mais c'est mieux de prier Mincha le plus tard possible dans l'après-midi. Bon, allez, on ferme la parenthèse sur tout ça. Juste, on revient maintenant à notre sujet. Donc, je suis veille de Pessah. On doit faire le Korban Pessah. Et attention, Korban Pessah, on ne peut le faire qu'une fois qu'on a d'abord fait le Korban quotidien du Tamid de tous les jours, qui lui ne peut se faire que une fois que le soleil il a commencé à baisser une demi-heure après le zénith. Donc, fais les calculs, hein. J'ai le zénith, j'attends une demi-heure après le zénith pour pouvoir faire le Korban de Mincha, et c'est seulement après que je vais faire le Korban Pessah. Je ne peux pas avant. Je n'ai pas le droit d'inverser l'ordre. Mais non, qu'est-ce qu'il fait Rava comme déduction? Il dit, ben, tu vois, regarde, à quelle heure finalement on peut commencer à faire le Korban Pessah? Très tôt dans l'après-midi. Tu as une demi-heure à cause du soleil que tu dois être sûr qu'il est dans l'après-midi. On fait le Korban de Tamid, là, de Mincha, et tout de suite après le Korban Pessah. Donc ça veut dire que et la Torah elle te dit, attention, dès que tu fais la shrita du Korban Pessah, tu te rametz. Donc ça veut dire que le Hametz est interdit toute l'après-midi de Pessah. Alors il y a Tosod, il vient chercher la petite bête, mais pas de façon amusante ou péjorative. Il dit, il faut une perfection. Et je vous invite à voir tout de suite Tosod, regardez. Le Tosod, vous avez en bas à droite, vous voyez le mot Tosod là? Vous avez donc le deuxième, pas le premier. Voilà, l'autre Tishrat est à Pessah, Vadaïn, Chametz Krem. Donc ne fais pas la shrita du Korban Pessah pendant que tu possèdes encore du Chametz. Et de là, j'apprends que le Chametz est interdit tout l'après-midi. Ik Sharabenu Shimshon ben Avraham, qui est dans d'autres marottes, c'est marqué Rajba. C'est Rabbi Shimshon ben Avraham. C'est Rajba, je crois, oui. Donc, Im Sharabenu Shimshon ben Avraham, Rabbi Shimshon ben Avraham a posé la question. Echi Yalif Meacha, comment Rava peut déduire Yalif? Rappelez-vous que Yalif c'est comme Aleph, Ulpan, apprendre. Comment Rava a-t-il pu apprendre Meacha, d'ici de ce Korban Pessah, des Chametz Assour, comme quoi le Chametz il sera interdit, Mishesh Shaot Umala, à partir de la fin de la 6e heure de la journée. C'est-à-dire, quand on a dit qu'on coupe une journée en 12, quand le soleil va arriver au zénith, il aura parcouru combien d'heures de la journée? 6. Et dès qu'il va commencer à pencher, à basculer de l'autre côté, ce sera le début de la 7e. Donc c'est fin de la 6e. À la fin de la 6e, il est au zénith. Fin de la 6e heure révolue. Début de la 7e, il va commencer à basculer vers l'ouest. Donc comment Rava il a dit, tu vois, regarde, de l'histoire du Korban Pessah, je t'apprends que des Chatzot, c'est ici, Shesh Shaot Umala, à partir de la 6e heure et plus, donc la fin de la 6e heure, début de la 7e, plus de Chametz. Il dit, moi je te fais un calcul d'après Rava, ça marche pas. Pourquoi? Reazman Shritat Pesach, Achar Atamid. Comme je vous ai expliqué, quand est-ce qu'on peut faire la Shrita du Korban Pessah? Achar Atamid. C'est seulement une fois qu'on a fait d'abord le Korban Tamid. Ok, ça c'est déjà un premier temps. Vetamid, Sheshachato Livne Chatzot, il y a un Korban Tamid que j'aurais par erreur égorgé, abattu rituellement, avant que le soleil soit réellement au zénith, je me serais trompé de calcul par exemple, pas soul. Il n'est pas valable. Donc, Imken, Zman Shrita, Lave Miyad Achachatzot. Donc, c'est-à-dire que le moment à partir duquel tu peux, Zman Shrita, l'heure à laquelle tu peux commencer à faire la Shrita de ton Korban Pessah, Lave Miyad Achachatzot, c'est pas tout de suite Achatzot. Et là, c'est Ad Kedeshiata Korban Tamid. Il faut d'abord attendre que je puisse faire le Korban Tamid, que je fasse le Korban Tamid, et après, alors maintenant, faisons un calcul entre nous. Si on essaie de dire, bon allez, bon, je sais pas à l'époque combien de temps ça mettait pour faire un Korban, mais bon, il y avait beaucoup de Kohanim, ils étaient habitués, ok. Allez, donnez un temps, même celui qu'on voudrait même le plus restreint possible. T'attends une demi-heure, tu fais ton Korban Tamid, Korban Pessah. Alors, combien de temps tu as depuis le moment où il y a eu Zénith, une demi-heure, Korban Tamid, facilement, allez, une demi-heure d'attente, le temps de faire le Korban Tamid, tant que le Kohen fasse la Shrita, il dépaisse, il tire le sang, allez, même un quart d'heure. Donc ça veut dire que le Korban Pessah ne peut s'offrir que 3 quarts d'heure après Chatzot, pas avant. Parce que j'ai la demi-heure
qu'il faut attendre, plus le temps de faire le Korban Tamid. Donc ça veut dire, d'où maintenant Rava dit, tu vois, de là j'apprends que le Pessah, la veille, que le Chametz, la veille de Pessah, il a interdit dès Chatzot, dès le Zénith. Si ta preuve elle est basée sur le fait que pas de Chametz en même temps que Korban Pessah, c'est donc la référence est Korban Pessah. Si la référence est Korban Pessah, c'est pas Chatzot. Non, mais sauf qu'il ne doit pas être propriétaire de Khamet à ce moment-là. Donc, et qu'il est chayav de faire le Korban juste après Mincha. Donc théoriquement, juste après Mincha, il ne doit plus avoir de Khamet. Et c'est pas à ce moment-là. Donc j'ai encore 3 quarts d'heure alors. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il doit chercher à enlever le Khamet. Il doit déjà s'en déposséder avant, pour que dès que Mincha finit, il fait tout de suite le Korban Pessah. Donc ça veut dire que le moment. Moi je vous pose la question différemment. Quelqu'un qui mange du Khametz pendant ces 3 quarts d'heure, il a fait la vera ou pas? Après Khatzot? Oui, dans ces 3 quarts d'heure. D'après Tosfot, non. D'après Tosfot, vu le calcul, et vu la référence de Rava, non. Voilà, ne parlons pas maintenant s'il attend, il n'a pas temps, etc. Parlons de quelqu'un qui l'envoie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il le mange et après il n'y en a plus du tout. Peu importe. Mais il commence. Peu importe, il en a mangé. Ouais. Ok, mais il n'en a plus du tout, il en Donc possède là, pas. non. Ok. Donc c'est pour ça qu'il dit, mais nous on est en train de chercher une étude qui nous dit à partir de Khatzot. Alors, c'est ce qu'il répond Tosfot. Alors il dit d'abord, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si j'ai fait un korban de mincha avant Khatzot, c'est pas cachère, parce que j'ai fait le matin. Alors que c'est celui de mincha, c'est l'après-midi. Donc ça veut dire qu'il a pris mincha alors que la matinée n'est pas terminée. Maintenant, la demi-heure qu'on a rajoutée, c'est pas la Torah qui l'impose. C'est les Chachamim qui l'ont imposé de peur qu'on se trompe. Mais si quelqu'un il a un moyen de calculer quand est-ce que c'est pile le zénith, comme aujourd'hui on serait capable de le calculer,